Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Que se passe-t-il réellement au Parlement? Deux pétitions restent pendantes, l'une contre le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Vital Kamerhe et l'autre à l'encontre du bureau du Sénat chapeauté par Jean-Michel Samaloukonde. Selon plusieurs médias, les pétitionnaires reprochent au speaker de deux chambres une gestion opaque, mais aussi le fait de n'avoir pas respecté leurs engagements des campagnes. En dépit de ces accusations, des efforts sont conjugués et des réunions sont tenues pour une rentrée parlementaire apaisée. Pourquoi de telles secousses en ce moment critique que traverse la République démocratique du Congo? Analyse critique et commentaires, c'est tout de suite. La situation reste tendue et inquiétante dans l'est de la République démocratique du Congo. Les M23 FC-RDF imposent des persécutions inédites aux activistes, journalistes et à la population civile. Plus de 71 personnes ont été massacrées à Lubero, dans le Nord Kivu, par ce Rwandais terroriste. Et selon la chef de la MONUSCO à Genève, en 2025, au cours de 2 derniers mois, les ADF et les M23 ont multiplié des attaques contre les civils en Ituri et au Nord Kivu, causant la mort de 152 personnes, dont des femmes et des enfants. Pourquoi ces hostilités se poursuivent alors qu'il y a des accords signés, des déclarations, des résolutions? Que faire pour stopper définitivement ces violences? Analyse critique et commentaires, c'est tout à l'heure. Voilà la charpente de cette émission de ce jeudi 11 septembre 2025. L'émission est en direct. Vous voulez participer, n'hésitez pas. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre émission. Voilà, Mesdames, Messieurs, nous sommes là au rendez-vous de ce jeudi 11 septembre 2025. Deux grands sujets sur la table. D'abord, la situation au Parlement de la République démocratique du Congo. Deux pétitions, l'une contre Vital Kamerhe et son bureau, l'autre contre Samaloukonde et son bureau. Et puis le deuxième sujet, c'est la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec ces tueries, ce massacre, mais aussi ces violations flagrantes des droits de l'homme. La chef de la MONUSCO en a parlé à Genève, à la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, où la République démocratique du Congo est représentée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko, et le ministre des Droits humains, Kabuya Mbemba Kabuya Samuel, qui sont là pour les comptes de la République démocratique du Congo. Et puis voilà les deux sujets que nous allons évoquer avec nos invités qui sont déjà sur le plateau. À ma droite, d'abord, professeur Dadi Saleh, l'habitué de l'émission. Professeur Dadi Saleh, il est économiste, professeur d'université, spécialiste des pays du Sud, mais aussi manager. Bonjour, professeur. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Et puis, à sa droite, c'est pour la première fois, Merveille Lombo, analyste politique. Bonjour, Merveille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À ma gauche, Maître Charles Mabika, avocat et activiste de la société civile. Bonjour, Maître Charles Mabika. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et puis il y a Papi Mouya, analyste politique, qui pourra nous rejoindre sur ce plateau. Nous commençons d'abord par ces biscuits. Les biscuits, c'est cette visite du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Kazakhstan.
Kazakhstan. C'est un voyage stratégique ou touristique, nous posons la question parce qu'il y en a qui ne tolèrent pas quand les chefs d'État voyagent et voient d'autres agendas et voient d'autres choses. Mais est-ce que ce voyage est-il stratégique ou touristique? Je commence avec vous, Maître Charles Mabika. Merci beaucoup. C'est juste un biscuit, hein, vous avez 2 minutes pour ça. Je vous en prie, merci. Mon frère Gustave, merci pour nous faire part. Et je voulais rappeler ici que nous sommes coordonnateurs d'une structure des droits de l'homme, appelée DEFIS, qui veut dire défenseur des faibles face aux injustices sociales. Et cela nous fait partie d'office de la société civile. Nous venons de nous donner un biscuit pour demander le voyage du président de la République parce qu'il y a ceux-là qui bourdonnent dans leur cœur. Pourquoi le président de la République voyage trop? Bon, de toutes les façons, à notre niveau, nous ne sommes pas d'accord ou contre ces voyages. Mais ce qui ne nous plaît pas, c'est parce qu'on ne connaît pas, il va pour faire quoi, pour quel résultat? Donc vous n'avez pas mené des recherches. On n'a pas mené des recherches, on n'a pas. Il est allé dans ce pays-là. Voilà, dans ce pays-là. D'ailleurs, c'est une question très pertinente que nous allons nous imprégner pour savoir pourquoi il est parti en tant que notre chef de l'État pendant qu'il y a des motions, pendant qu'il y a de la tuerie qui a encore levé les tons à l'est de notre pays. Alors, nous devons prendre beaucoup d'informations là-dessus et puis j'espère que, étant amoureux de votre émission, dans les prochaines auditions, nous allons bien donner. Mais pour nous, il faut les résultats de ces voyages. C'est ce qui nous fait du bien. D'accord. Le président de la République est au Kazakhstan. C'était pour une visite officielle de 48 heures. Et là, il y a eu une coopération minière et géologique entre les deux États. Et vous savez que notre pays dispose de 70% des réserves mondiales de cobalt. Et donc, on est à la quête des partenaires qui pourront aussi exploiter ce minerai. Alors, professeur Dadi Saleh, comment vous appréhendez cette visite du président de la République au Kazakhstan? Enfin, ce n'est pas possible par rapport à l'État congolais que les chefs de l'État puissent faire de visites de tourisme. S'il le fait, ça serait annoncé. Mais là, c'est rencontrer un autre chef d'État pour des raisons qui ont été annoncées, agriculture, des raisons stratégiques, et qu'effectivement, nous attendons les résultats, comme mon co-débatteur venait de le dire. Et c'est les résultats la chose la plus importante. Ici, j'espère bien que le chef de l'État peut arriver à capitaliser le point sur la sécurité de la nation et qu'effectivement qu'on puisse avoir des partenaires capables de se battre physiquement de notre côté. Est-ce que ça va se faire? Eh bien, nous attendons, parce que le chef de l'État à peine probablement rentré, si je ne me trompe pas, ça va. Donc c'est compliqué de le dire, mais est-ce qu'il peut arriver à faire en sorte que nous puissions avoir des partenaires capables de venir se battre contre le Rwanda de notre côté? Exemple, est-ce que nous pouvons avoir 20 000, 30 000 militaires de cette nation-là, avec leur armement, venir se battre de notre côté, puisque c'est la priorité des priorités. La priorité, c'est-à-dire que, oui, l'agriculture, oui, mais si au moins nous avions déjà cette économie de guerre, n'est-ce pas, que nous demandons depuis très longtemps, on penserait qu'ils peuvent nous aider dans ce sens-là. Mais nous ne sommes pas encore en économie de guerre, malheureusement. Donc, je ne vois pas franchement beaucoup d'autres raisons qui seraient très utiles pour l'instant. Il y a des morts, comme je voulais le dire avant même de poursuivre, nos compassions pour tous les Congolais décédés à Lubero, un peu partout en Ituri, plus de 150 morts encore une fois, ça en est un peu trop. Nous savons que le chef de l'État prend cette question avec beaucoup d'importance. C'est la raison pour laquelle nous parlons des génocides et qu'il y a eu beaucoup de manifestations, et il est dit. Mais entre les dire et protéger le peuple congolais pour que ces génocides ne puissent pas continuer, puisque ça ne fait que continuer. Ce sont des Congolais égorgés, violés, tués, des civils, pas de militaires, avec la même stratégie d'il y a 10, 15, 20 ans. Donc ici, nous sommes au-delà du chef de l'État.
Nous sommes devant une situation existentielle. C'est toute la classe politique et l'élite congolaise qui devaient se mettre debout contre ça. Donc, nous espérons... Je crois qu'il y a un sujet, ça ce n'est qu'un biscuit, on va revenir. Mais selon nos recherches, il semble qu'au Kazakhstan, il y a une compagnie industrielle dans laquelle Kabila, Katumbi, Kagame, Dan Gettler ont des parts et ils envoient tout ce qu'ils exploitent comme minerai dans cette compagnie-là. Et la compagnie fabrique des armes utilisées même au Rwanda. Et donc, le président de la République... C'est une mission importante. D'accord, voilà. Lombo, merveille. Comment vous appréhendez cette visite du président de la République au Kazakhstan? D'accord. La visite du chef de l'État au Kazakhstan, moi je pense, selon les informations, elle est trop importante en ce moment, bien que c'est une visite qui a été annoncée d'une manière soudaine, mais elle contribue effectivement à certaines missions du chef de l'État, parce qu'on dit que c'est une visite officielle. Alors, les raisons qui ont été dites par rapport à cette visite, notamment le renforcement de liens bilatéraux plutôt, si je pourrais dire, avec le pays, avec les Kazakhs, encore renforcer notre position sur les ressources naturelles, parce que ça a été évoqué également, ces sujets, et aussi par rapport à la situation actuelle de notre pays, je pense que la contribution de tout le monde serait très importante pour pallier à cette situation, parce que vous allez comprendre que le Kazakhstan, c'est un pays qui n'est pas vraiment également stable dans le domaine sécuritaire, déjà, là, il faut qu'on se le dise, mais je pense que déjà, en ce qui concerne ces renforcements des liens, chacun de son côté, en tant que chef d'État, pourrait tirer une leçon ou encore un conseil par rapport à ceux qui ont déjà travaillé sur ce sujet, et je pense que vraiment c'est très important pour le moment. Dire que c'est une visite touristique, non. Là, en tout cas, je ne dis pas que ça doit être une visite touristique. D'accord, que c'est une visite stratégique. Stratégique, voilà. Alors, il y a Papi Mouya qui vient de nous rejoindre. Heureusement, chez nous, on ne prive pas. Hein. On allait vous priver biscuits. Les biscuits, c'est sur cette visite du président de la République au Kazakhstan. Comment vous l'appréhendez? Il y en a qui pensent que c'est encore du tourisme, mais d'autres estiment que c'est un voyage stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Papa Kista, pour la parole. Bonjour aux co-débatteurs. Bonjour à ceux qui nous suivent. C'est l'état de nos routes, les embouteillages qui ne nous laissent pas l'occasion de pouvoir arriver avec facilité à la chaîne. Mais sinon, nous sommes toujours battus, nous avons toujours lutté pour être présents à chaque fois que l'occasion se présente, par les républiques, et aussi mettre sur la table les petites des idées que nous pouvons avoir pour permettre à la République d'aller de l'avant. Je rappelle à ceux qui nous suivent que la République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique. C'est un pays qui a été victime d'une guerre injuste depuis plus de 30 ans. Il faut que ceux qui nous suivent sachent que cette guerre n'est pas seulement une guerre faite d'une manière qui n'est pas posée, non, mais c'est une guerre avec objectif. Ceux qui nous attaquent visent que nos minéraux. Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à la recherche d'une meilleure solution. Que ce soit par rapport à la paix et aussi par rapport au développement de notre pays. Vous allez vous rendre compte que c'est depuis 1960 que nous avons l'indépendance, que rien de concret, que rien d'une manière correcte, d'une manière à permettre à la République d'avancer, n'a été fait. Papier, nous ne sommes que sur les biscuits. Je suis en train de parler sur les biscuits, le voyage du chef de l'État, je suis là. Voilà, c'est un biscuit, vous n'avez que 2 minutes pour ça. Nous pouvons qu'apprécier et féliciter, rappeler à ceux qui nous suivent que le président de la République est à la recherche d'une meilleure solution
pour son pays, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas du tourisme. Non, écoutez, je rappelle à ceux qui pensent que c'est du tourisme que le président Tshisekedi, avant d'être président de la République, a fait beaucoup de tours. Peut-être que certains n'ont pas eu l'occasion de le connaître avant qu'il soit président de la République. Et je ne pense pas que c'est maintenant qu'il doit commencer à faire les tours d'une manière qui n'est pas posée. Donc il le fait pour l'avantage de la République démocratique du Congo. Voilà, merci Papi Mouya. On entre maintenant dans les vifs de notre débat. C'est ces deux pétitions qui secouent un peu le palais du peuple, donc le Parlement. Vous voyez d'un côté à l'Assemblée nationale, les pétitionnaires continuent à mener des démarches pour faire tomber le bureau caméraire. Je les ai vus, je crois, hier avec le président Haï de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour solliciter son adhésion à leur démarche et parvenir à faire tomber Vital Kamerhe. Papi Mouya, je commence avec vous. Pourquoi cette démarche? Est-ce que l'UDPS soutient la démarche des pétitionnaires pour faire partir le bureau Kamerhe? Je pense que le président Haï de mon parti, Augustin Kabouya Chilumba, que je salue d'ailleurs en passant, a donné une réponse claire par rapport à cette question que vous me posez. Il a été clair, il a dit qu'il doit se référer à la haute autorité de référence de notre parti, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il faudra qu'on puisse rappeler une chose à ceux qui nous suivent. Ce n'est pas parce que les députés nationaux ont mis en place une pétition que ça doit faire un problème. Vital Kamerhe avait été voté par qui? Donc vous pensez que ce n'est pas un problème? Non, mais ça s'appelle démarche parlementaire. En ce moment, il faut faire partir un bureau. Et quel moment nous sommes? Ah, toi, tu ne sais pas le moment qui traverse la RDC. Et qu'est-ce que ce bureau fait par rapport à ces moments? C'est des questions qu'on doit se poser. Au contraire, il fallait qu'on puisse tous se poser sur la question principale, celle de savoir pourquoi les députés nationaux ont pris l'engagement maintenant. Pourquoi c'est maintenant qu'ils doivent solliciter le départ de ces bureaux? Je rappelle aussi à ceux qui nous suivent qu'on a vu dernièrement, malgré le moment que nous traversons, certains membres de ces bureaux s'affichaient avec les rebelles, avec les tueurs, avec ceux qui tuent nos frères et sœurs à l'Est. Avec les rebelles. Voyez, je vous l'ai dit. Tu as des preuves? J'ai des preuves. Il y a eu des photos, peut-être que vous n'avez pas été informé, où un des membres de ces bureaux a été vu aux côtés de ceux-là qui tuent nos frères, aux côtés de ceux-là qui ne parlent pas un langage favorisant la paix en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe et son bureau restent accusés par le député. On appelle ça démarche parlementaire. Oui, mais ce que vous dites là, ce n'est pas ce qui est évoqué dans la pétition. Non, dans la pétition, on parle, s'il vous plaît, vous allez parler, dans la pétition, on parle d'une gestion opaque et puis de n'avoir pas respecté les engagements lors de la campagne, lors de l'élection. Il vous parle. Ça n'a pas de lien avec ce Non, écoutez, quand il vous parle d'une gestion opaque, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le pays est attaqué. Quand le pays est attaqué, quelle a été ou quelle est la position nette que l'Assemblée nationale doit donner? Parce qu'il faut aussi rappeler à ceux qui nous suivent que la République démocratique du Congo, ce n'est pas le président de la République qui fait tout et qui doit tout faire. Nous avons un régime appelé semi-présidentiel. Il y a des bras qui doivent venir de partout. Vous avez aussi l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, comme président de l'Assemblée nationale, est accusé aujourd'hui avec son bureau. Mais vous ne vous rappelez pas qu'il y a eu une session extraordinaire au cours de laquelle la question de l'Est a été évoquée et ils ont fait des recommandations au gouvernement, mais aussi des recommandations
au président de la République. Il y a eu une session. Monsieur Ce Kistaf, sont des députés qui sont là pour légiférer, contrôler les gouvernements. Monsieur Kistaf, Et dans les cas de crise, il y a eu une session extraordinaire à l'Assemblée comme au Sénat, où il y a eu des recommandations, des propositions qui ont été faites au président de la République. je rappelle à ceux qui nous Parce que suivent. vous dites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, je rappelle à ceux qui nous suivent et à ceux-là qui pensent s'attaquer aux députés pétitionnaires que c'est par ignorance qu'on arrive à faire certaines choses. Ce n'est pas dans le vide, ce n'est pas pour rien que vous avez vu les mêmes personnes qui vous ont accompagné hier se soulever contre vous. Je pense qu'ils ont vite compris, parce qu'ils vivent à l'intérieur. Vous et moi, on n'est pas députés. Mais ils sont députés. Il y a des réalités qu'ils ne peuvent peut-être pas mettre sur la place publique. Mais pourquoi aujourd'hui ils accusent Vital Kamerhe qu'ils ont soutenu hier? Ils vous disent que la gestion n'est pas bonne. Mais pourquoi vous voulez défendre? Pourquoi vous voulez prendre la place de Vital Kamerhe, qui a été avec eux pendant un temps? Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Est-ce que cette assemblée doit toujours être dirigée par Vital Kamerhe? Non, mais il y a aussi d'autres Congolais qui peuvent le faire. Vital Kamerhe, ce n'est pas un Congolais simple. Il est député national. Est-ce mauvais qu'il puisse rester, laisser les autres diriger? Je pense que c'est, il ne faut pas qu'on amène nos idées, nos réflexions. Qui est derrière cette démarche? Non, écoutez, cette question se pose souvent. J'ai vu un député parmi les pétitionnaires dire que la population se calme, qu'il nous laisse. Ça, c'est une affaire des députés, mais c'est la population qui les a envoyés là-bas. Non, mais écoutez, je l'ai toujours dit, vous avez envoyé des députés. Ce n'est pas pour rien que nous les avons votés. C'est qu'on a pris notre confiance, on a placé à ces gens. Alors quand ils prennent certains engagements, on doit aussi comprendre et les laisser faire. Ce sont nos députés que nous avons. Bon, en fait, quand ils avaient élu l'honorable Vital Kamerhe, je rappelle qu'il est aussi député national, c'est que si il ne sera plus président de l'Assemblée nationale, il va revenir comme membre parce qu'il est député. Donc, on fait confiance aux députés nationaux pétitionnaires. Personnellement, je n'aimerais pas parler ici dans le cadre de mon parti. Et ceux qui pensent que c'est une chasse aux swahiliphones, parce que Kamerhe est swahiliphone, Sama swahiliphone, qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui pensent que cette démarche des députés nationaux est une démarche swahiliphone, je les rappelle qu'il faut bannir cette façon de parler. C'est un langage purement qui est vide du tribalisme à l'intérieur. Posons-nous la question, le président de la République est entouré par qui? Un grand nombre de swahiliphones se retrouvent autour du chef de l'État. Un grand nombre. Attention, il faut fuir ces débats. Quand Vital Kamerhe avait été élu, il avait, comme président de l'Assemblée nationale bien sûr, il avait été élu comme swahiliphone ou comme avec cette étiquette de député national. Il a été élu comme président de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'on veut le faire partir, vous voulez faire appel à un discours tribal du genre, on fait chasse aux swahiliphones. Qui fait chasse aux swahiliphones? Parce que parmi les députés pétitionnaires, il y a aussi les swahiliphones. On doit bannir ces langages. C'est un langage... Bindoul est de l'Est. J'ai dit, parmi, je rappelle... Qui est comme la tête d'affiche. Il n'est pas le seul. Je rappelle à ceux qui nous suivent que parmi ces pétitionnaires, il y a aussi les swahiliphones. On doit bannir, on doit arrêter de voir les choses de cette manière. La République démocratique du Congo reste notre bien commun. On doit les gérer avec amour et sincérité. Merci. Si les députés trouvent que la gestion n'est pas bonne, c'est de leur droit de demander à Vital Kamerhe de se mettre de côté, de laisser aussi les autres diriger. Merci, Papi Mouya. Alors, professeur, d'abord, Lombo. Lombo, tu as la parole. Hein? Comment vous appréhendez cette situation, pétition? Je crois ça, c'est la dimension Assemblée nationale. Hein? Nous irons aussi au Sénat. Alors, Merveille Lombo. Merci beaucoup pour la parole. D'abord, dans l'entrée des jeux, j'aimerais rappeler que l'Assemblée nationale n'est pas une petite
institution. C'est une grande institution. Et c'est une institution qui a une grande responsabilité. Pas seulement la responsabilité, mais un grand rôle qu'il joue dans ces pays. Parce que vous savez que même tout ce qui se passe, on a suivi ça dernièrement, avec le président Bosso qui disait que les plus grands problèmes de ce qui se passe se trouvent à l'Assemblée nationale. Donc vous allez comprendre que l'Assemblée nationale n'est pas en fait ce que les gens voient peut-être à travers le nom, mais c'est en fait le rôle qu'il joue, la contribution qu'elle donne dans ces pays. C'est laquelle? C'est très important. Mais l'Assemblée nationale, déjà, c'est elle qui est à la base même des lois. C'est elle qui est à la base d'une bonne gouvernance. En fait, c'est elle qui donne une bonne gouvernance. Parce que déjà, si on peut parler, je voulais un peu revenir sur ce que mon co-débatteur a parlé, bien qu'il est de l'IDPS. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut d'abord savoir pourquoi les députés ont lancé cette pétition. Parmi les raisons, ils ont parlé de la gestion opaque. Mais il faut poser la question, cette gestion opaque, à l'intérieur. Qu'est-ce qui est réellement à l'intérieur? On parle, voilà, c'est ça que je dis. On parle normalement de la mauvaise gestion de l'administration. On parle. Non, c'est pas ce que les gens soulèvent. La gestion opaque, c'est ça. C'est pas ce que, d'ailleurs, c'est-à-dire, je peux dire dans un autre mot, c'est une mauvaise gouvernance. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils réclament tout simplement, si vous regardez les réclamations des députés, ça n'a rien à voir avec les biens de la population. Il faut regarder très bien dans ce qu'ils sont en train de réclamer. C'est-à-dire, si on regarde, parce que l'Assemblée nationale, vous êtes les députés, vos rôles, c'est quoi? C'est légiférer les lois, faire le contrôle du gouvernement et avec toute autre chose qui suivent. Alors, quand on parle que non, nous réclamons parce que le bureau du président Vital Kamerhe a refusé, soit ne paye pas les parlementaires, les assistants parlementaires, parce que ça fait partie aussi de la gestion opaque qu'ils ont évoquée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas mauvais de faire cette démarche. Ce n'est pas non plus mauvais de bien vouloir réclamer leurs droits. C'est très bien. Mais les députés, qu'est-ce que vous faites réellement? Depuis que vous avez été élus, qu'est-ce que vous faites réellement dans cette Assemblée nationale? Nous avons des problèmes ici dans ces pays. Donc vous pensez que la pétition n'a pas sa raison d'être? Non. Je ne refuse pas que ça doit avoir une raison, mais il faut qu'il y ait une raison valable. Donc, très bonne les raison. raisons évoquées n'ont rien à voir avec la population. N'ont rien à voir avec le bien de la population. Et donc, on peut la retirer. La retirer ou pas, moi non, je dirais... Vous pouvez conseiller aux pétitionnaires soit de retirer. Moi, ce que je conseille aux pétitionnaires... de maintenir parce que... Ce que je conseille aux pétitionnaires, ouais. Il y a un adage qui dit, vous savez, lorsque l'oiseau est sur la branche d'un arbre, c'est pas parce qu'il assure, il a l'assurance à la branche, mais plutôt il a l'assurance à ses ailes. C'est-à-dire que si la branche s'est coupée, l'oiseau peut s'envoler parce qu'il est sûr de lui. Soyez sûr de ce que vous êtes en train de faire pour qu'il y ait le bien de la population. Nous sommes dans un moment de crise. Mais nous sommes dans un moment où... Du moment où, vous, Merveille Lombo, vous trouvez que, parce que les raisons évoquées dans la pétition ne valent pas la peine, ne rencontrent pas les soucis ou les problèmes de la population, pourquoi ne pas demander qu'on puisse retirer? Moi, je ne demanderai pas qu'on retire, mais je demanderai qu'il réformule. Qu'il réformule la pétition, les raisons de la pétition, qu'il réformule. Si la pétition vise l'intérêt général de la population et que le bureau de l'Assemblée nationale ne travaille pas comme il faut, alors là, il y a raison d'être. Mais si la pétition vise seulement les intérêts des députés, sans les intérêts de ceux qui les ont envoyés pour aller faire le grand travail, alors moi je pense que ça n'a pas raison d'être. Pourquoi? Parce qu'il risque de déstabiliser les institutions. Vous savez, il y a un grand problème. Lorsqu'on passe dans un moment difficile, ce n'est pas bien de déstabiliser les institutions juste parce qu'une partie ne se retrouve pas dans ce qui se passe. Qu'est-ce que vous appelez déstabiliser la population? Plutôt les institutions. Mais justement, c'est une déstabilisation des institutions. Lorsque les parlementaires trouvent que les bureaux qui nous gèrent ne nous gèrent pas bien, c'est dans leurs droits. Oui. Alors, le fait de demander, parce que les bureaux là viennent de l'Union sacrée, le fait de demander aux bureaux de pouvoir céder place aux autres, que les autres viennent, vous revenez dans nos rangs,
Où est le mal des pétitionnaires? Non, non, il n'y a pas de mal. Alors, Mais le problème, c'est que c'est quoi la motivation qui les pousse à faire partie de ces bureaux? C'est quoi la vraie motivation? Moi, j'aurais dit peut-être accepter s'il y a eu un cas de détournement et que le président Vital Kamerhe essaie de protéger. Au moins, nous, la population, nous savons que ça contribue à notre faveur, que l'Assemblée nationale puisse lever les immunités pour que ces voleurs-là puissent être arrêtés. Mais quand on met la gestion opaque au centre, parce que dans la gestion opaque, là, à l'intérieur, on parle de le non-paiement des assistants parlementaires, on parle de la mauvaise administration, on parle des autres choses là, la mauvaise gouvernance, il y a certains frais comme ça, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, on fait partie, le président Vital Kamerhe, et que l'autre président qui arrive, et que ce président-là satisfait la gestion opaque du député, même quand il n'initie pas les séances pour les autres cas qui est de l'Assemblée nationale, il restera toujours. Pourquoi? Parce que tout le député risquera de se faire croire que non, il est satisfait de ce qu'il fait. merci Merveille Lombo. Alors, Maître Charles, société civile. Voilà. La situation est là, les pétitionnaires persistent, même après la réunion internationale avec le président de la République qui a demandé le calme, la cohésion, qui a voulu que le Parlement travaille vraiment en collaboration avec le gouvernement pour les biens de la population, mais les pétitionnaires persistent que le bureau Kamerhe doit partir. Qu'est-ce que vous, société civile, vous en pensez? Une fois de plus, merci beaucoup, mon frère Gustave. C'est avec beaucoup de regret que nous avons reçu ces messages, cette action de nos députés nationaux qui ont soulevé une pétition contre l'honorable Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale bien sûr, pensant qu'il gère mal. Ils ont parlé d'une gestion opaque et ils ont aussi parlé de choses que vous n'avez pas évoquées. Ils n'ont pas de matériel pour le fonctionnement de leur bureau. Voilà un peu les deux raisons que je me suis imprégné depuis longtemps. C'est avec beaucoup d'indignation. Pourquoi? Vous vous indignez de quoi? D'abord, c'est de leur droit. Vous vous indignez de quoi? Nous nous indignons du fait que nos frères ici ont été votés ici pour les intérêts de cette population qui aujourd'hui, pour se déplacer, il faut avoir au moins plus de $10 dans la poche. Et cela peut-être, si vous habitez Ngaliema, vous habitez Gombe, mais essayez d'aller habiter à Maluku. C'est devenu compliqué dans cette ville. Je pense que ces députés-là vivent dans cette ville de Kinshasa. Je ne vais pas évoquer d'autres situations d'autres provinces. Parlons de notre ville-province de Kinshasa. Ces députés-là, qui, lorsqu'ils sont en route, ils trouvent les embouteillages, au lieu d'aider la population avec les polices commis à leur carte, à déclencher la situation de embouteillages, ils vont prendre même l'essence unique pour atteindre leurs propres objectifs. Grave aujourd'hui, ces mêmes députés vont initier une motion. C'est bien, c'est de leur droit de faire tomber un président national de l'Assemblée s'il n'a pas bien géré. Mais qu'est-ce qui n'a pas bien géré? Et quel est l'intérêt de la population dans cette motion? Parce que c'est nous. C'est cette population qui est mandataire de ces députés. Aujourd'hui, nous allons voir un président de l'Assemblée tomber, pas parce qu'il n'a pas évoqué le cas de l'Est, pas parce qu'il n'a pas évoqué la situation des embouteillages et d'autres choses, des crimes de Koulouna sous la ville qui quittent la population, mais parce qu'il n'a pas bien géré l'argent des députés, parce qu'il n'a pas donné de matériel. Et vous attendez que nous, société civile, on va soutenir cette démarche, monsieur? Donc, vous êtes contre la démarche des députés pétitionnaires? Oui. Nous sommes contre, ça ne nous profite pas. Vous soutenez le bureau Kamerhe? On ne soutient pas le bureau Kamerhe parce que le bureau Kamerhe est calme face à tout ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne soutenons pas. Nous aimons lorsque nos députés soulèvent des motions comme ça, mais que cela nous profite, nous qui avons donné mandat à ces députés.
Mais nous allons voir le président d'une si grande institution tomber. Oui, une bonne histoire dans notre pays. Mais il est tombé pourquoi? Parce que les députés n'ont pas bien mangé. Parce que les députés n'ont pas de voiture. En tout cas, est-ce que les députés connaissent leur mission au sein de l'Assemblée? Donc nous condamnons cette démarche qui ne profite à rien à la société que nous sommes. Cette démarche qui ne profite absolument à rien. Moi je pensais qu'on allait dire, oh monsieur Kamere, on a tué les gens, M23 est en train d'avancer avec AFC, voilà monsieur Kamere ne dit rien par exemple. Alors sur ce nous sentons qu'il y a une traîtrise dans votre gestion. Il a quand même dit quelque chose que vous retenez sur la situation de l'Est. Connaissant bien notre cher président, honorable président de l'Assemblée, il a toujours soutenu les dialogues pacifiques dans ses plusieurs sorties médiatiques, même quand il y a ses plénières. Moi, je m'inscris en faux, mais je me réserve parce que nous avons un sous-thème dans ce débat qui va parler sur ces. Donc, moi, je ne pense pas, si je peux paraphraser ou bien prendre le devant, c'est par rapport à ça. Lorsqu'il y a un ennemi qui entre dans votre maison, armé, pour vous tuer, et commence à tuer déjà votre fils, votre grand frère, vous allez chercher entre vous, membres de la famille, oh, consultez, nous devons dialoguer. Est-ce que vous sentez qu'il y a des rapports? Qu'est-ce que ce dialogue va faire? Parce que lui soutient souvent les dialogues. Ah, maintenant, apparemment, vous ne vous alignez pas sur ça. Hein? Oui, oui, je ne m'aligne pas sur ça parce que je n'aime pas... Vous n'êtes pas d'accord avec le dialogue tel que souhaité par le président de l'Assemblée nationale? Je ne suis pas d'accord. Parce que nous ne sommes pas au moment des dialogues. Mais au moins, vous n'êtes pas d'accord que son bureau tombe. Je ne suis pas d'accord que son bureau tombe parce qu'il a la gestion opaque. Il sursoit sur les intérêts des députés. Ça ne nous profite à rien. Nous ne sommes pas d'accord avec cette pétition qui n'a rien à voir avec les intérêts de la population. D'accord. Merci, maître Charles. Alors, professeur Dadi Saleh, vous avez suivi les uns les autres. Et cette pétition qui est là, devant Kamere, et bon, en dépit de ça, moi j'ai cru, lorsque j'ai vu la réunion interinstitutionnelle, je me dis en tout cas, c'était pour calmer les esprits. Mais hier, je vois le groupe de députés pétitionnaires avec le président de l'UDPS pour solliciter qu'il adhère à cette vision-là. Et ils tiennent dans leur déclaration, ils disent que, en tout cas, les bureaux, ils ont parlé de plus de 200 signatures déjà récoltées. Qu'est-ce que vous appréhendez là? Je pense qu'on a un problème de fond et de forme. Sur le plan de forme, c'est un droit à tout député d'initier une pétition, quelle que soit une bonne ou mauvaise raison. Il y a toute une procédure à suivre et on verra là devant. Donc il ne faut pas interdire à qui que ce soit de faire d'abord son travail. Je ne sais pas si je dois dire pour une fois, mais au moins, c'est de son droit. Donc, voyons un peu la procédure sur le plan de forme en train d'évoluer et que chacun se batte. C'est de la politique, naturellement, que Vital Kamerhe, avec son bureau, puisse essayer de se maintenir et que l'honorable Mbindoulé, qu'on respecte beaucoup, puisse continuer à se battre avec les autres députés pour essayer d'en enlever ceux du droit. Et je pense qu'il n'y a aucun juriste, nous, qui que ce soit, qui peut interdire cela. Donc, c'est leur combat. Et est-ce que ça profite au peuple? On verra quand ils vont se défendre. Jusque-là, ils sont en train de réunir les éléments, parce qu'il y a toute une procédure pour arriver à cette considération. Ça va? Et c'est cette procédure qui doit être respectée. Ça, c'est sur le plan de forme, et ça ne vient que de commencer. Les gens s'agitent comme si ce n'était pas un droit. Eh bien non, il faut d'abord qu'ils atteignent, comme ça s'est dit, numéro 1, dépôt de la pétition. Ce n'est même pas encore déposé, à moins que quelqu'un me dise l'inverse ici. Donc il y a trop d'agitation très inutilement et nous comprenons qu'on a vraiment beaucoup de mauvais politiciens. Ça va, il faut qu'ils réunissent un quart. S'ils réunissent un quart des membres signataires, tant mieux. Deuxièmement, il y aura vérification des signatures. Ça c'est pour le peuple, n'est-ce pas? Vérification des signatures et recevabilité. Si les signatures sont authentiques, etc., ok, ça sera obligé d'être reçu. Troisièmement, il y aura inscription à l'ordre du jour dès la plénière. Donc ça devra être inscrit à l'ordre du jour de la plénière. On n'y est même pas encore. Ça va. Et après cela, il y aura débat en plénière. C'est dans ces débats-là que tous les gens
qui disent est-ce qu'il a mal géré, n'a pas bien géré, qu'on le saura, que ça se fera. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc jusque-là, nous allons un peu trop vite en besogne. C'est un peu comme si nous voulons faire les juges des uns et des autres, ce qui serait un peu sentimental. Cinquièmement, il y aura maintenant vote à la majorité absolue des membres. Donc chaque membre, chaque député aura la possibilité à l'Assemblée nationale et au Sénat, même procédure, chaque député ou bien sénateur aura le droit maintenant de donner sa voix pour voir si la décision, pour les 6e points, ce sera la décision maintien ou d'échéance du membre de bureau ou bien tous les bureaux. Donc, je voulais donner d'abord cette pédagogie sur le plan de forme qui nous donne aussi une occasion de dire que les uns et les autres doivent faire un combat politique. Ce n'est pas un combat de boxe. Non, ce n'est pas un combat de karaté. Comme on l'a dit, on commence à s'entre-accuser. Laisser les gens libres, c'est même ça la démocratie. Maintenant, sur le plan politique, là je donne mon avis. Sur le plan politique, vous avez compris, ça n'a rien à voir avec le plan juridique, de forme et même parfois de fond, mais sur le plan politique. Je l'ai dit, je me répète, nous avons beaucoup d'urgences, ça va, pour la République démocratique du Congo, notamment la guerre, où nous parlons des génocides, des génocosts effectivement, et exactement le pays est en train de partir. Je rappelle que Bunagana, ça fait plus de 3 ans, qui est dans le domaine des Rwandais, des Ougandais, des néocolonialistes. Et Goma, bientôt là, ça va aller à 1 année. On est encore peut-être à 6-7 mois, mais ça va aller à 1 année bientôt. Et que malheureusement, les assaillants, le pays qui nous agresse, ça va continuer malheureusement à avancer, malgré les efforts qui sont fournis. Ce qui fait qu'on doit avoir le bilan. Est-ce que c'est un bon bilan? C'est un mauvais bilan. Si nous prenons maintenant le bilan, et que moi j'ai dit c'est un mauvais bilan, parce qu'on a plus de 15 millions de morts, et je venais de dire nos condoléances encore aux Congolais qui continuent à mourir, plus de 150 morts un seul jour, et on continue à mourir. Certains morts, on ne sait même plus les identifier. J'aimerais préciser que je suis Muzalendo, c'est-à-dire je suis patriote, et que nous sommes plus sur terrain que sur des plateaux de télévision, et je porte aussi quelquefois des cravates, rarement, ça va, mais je ne vois pas pour quelle raison pour l'instant on devait porter des cravates. Ce qui fait que j'ai dit sur le plan politique, je ne vois pas trop la contribution de l'Assemblée nationale et du Sénat, du pouvoir législatif. J'ai proposé depuis un temps que nous puissions avoir un budget de guerre, une loi économique, ça va, de guerre, une loi financière de guerre, et que nous puissions nous orienter dans ce sens-là. Rien ne s'est fait. Mais j'ai ouï entendre, dans une des déclarations de l'honorable Mbindoulé qu'on respecte, que certaines motions ou bien propositions de loi restent dans des tiroirs dans ce bureau-là. Est-ce que ces motions-là parleraient, par exemple, de ce que je suis en train d'évoquer, parce qu'on a parlé de l'intérêt du peuple? Est-ce que ces motions-là, ou bien ces propositions de loi, parleraient du budget de guerre? Parleraient, par exemple, de la dotation massive de la RAD, de l'article 63, ça va? Et que parlerait non seulement de l'article 63 alinéa 1, mais aussi alinéa 2, où on dit même d'une façon obligatoire qu'on puisse se battre comme des hommes une fois pour toutes. Je ne sais pas, ça va. Mais si ça serait le cas, eh bien, effectivement, moi je me dirais que ces bureaux-là devaient partir depuis très longtemps. Parce que franchement, je ne vois pas trop son utilité pendant ce moment de guerre. Là, je l'ai dit, c'est politique d'abord. Politiquement parlant, moi en tant que Muzalendo, à quoi me sert le Parlement? À quoi me sert le pouvoir législatif? Je suis clair. La fois passée, je continuais à proposer, j'ai demandé au chef de l'État de dissoudre le Parlement, parce que je ne vois pas l'intérêt pour l'instant. Et voilà, apparemment, on est en train de nous distraire avec des choses qui ne nous servent pas à... Est-ce que ça va faire en sorte que nous gagnions Lubero? Que nous ne puissions pas perdre Uvira? Que les Wazalendo puissent être mieux armés et mieux collaborer avec le FARDC? Ces débats-là que nous avons. Je ne sais pas. Est-ce que ça va faire en sorte que nous ne puissions pas signer des contrats léonins encore une fois sur le plan minier? Est-ce que c'est ça le cas? Est-ce que ça va faire en sorte qu'effectivement, que vers le Massissi... La pétition ou la déchéance de Cameroun? Non, moi j'ai parlé effectivement du pouvoir législatif sans individualiser. Mais quand même, si nous parlons de l'Assemblée nationale, ça va, c'est le numéro 1, c'est Cameroun. C'est lui qui dirige. Donc il a une grande responsabilité, plus que les autres députés, dans ce cadre-là. Donc, à défaut de dissoudre le Parlement, franchement, politiquement, je suis d'accord si ça va sauver. Si au moins le chef de l'État peut prendre cela comme une sorte de levier pour impulser une nouvelle dynamique par rapport au pouvoir, parce qu'il est quand même le président de la majorité, je pense, Union Sacrée, hein, c'est ça.
Et donc, dans ce sens-là, c'est lui qui détient la majorité. Il est du pouvoir exécutif, on est tout à fait d'accord, mais comme il détient la majorité et que les représentants de l'UDPS ici sur le plateau viennent de dire que hier, le secrétaire général de l'UDPS à l'intérim a si bien dit qu'il attend le mot d'ordre. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Il attend le mot d'ordre du président de la République. Donc vous comprenez que là, il n'est pas considéré comme pouvoir exécutif, mais il est considéré comme chef de la majorité. Ça va, politiquement parlant. C'est-à-dire, effectivement, il a un mot dans ces cadres-là. Ben, s'il ne fait pas, moi je l'ai conseillé depuis très longtemps, qu'il se débarrasse des gens du 1+4. J'ai toujours été clair dans ce sens-là. Et c'est lui qui peut me lire comme il veut. Les gens des 1+4, en grande partie, tirent le président de la République vers le bas. Et la nation vers le bas. Et tout ce que nous faisons. Personnellement, professeur, qu'est-ce que vous reprochez à Vital Kamerhe? Écoutez, vous voulez individualiser le débat. Il n'est pas la seule personne où il y a eu la motion. Il y a Mbosso, la motion c'est contre il y a le rapporteur, les rapporteurs. Oui, les rapporteurs. Donc vous voulez que je parle de tout le monde? Non. Ceux qui sont un peu, c'est Mbosso. C'est le bureau. Je ne veux pas individualiser les débats. Vous comprenez? Je veux garder ma dignité d'une façon républicaine où je ne vois pas la contribution. Je suis direct. Celui qui veut un vrai débat, qu'il vienne. À quoi nous a servi l'Assemblée nationale et le Sénat par rapport à la prise de Goma, par rapport à Bunagana, par rapport au fait que nous avons plus de 15 millions de morts en République démocratique du Congo, par rapport au fait que le Ouazalendo manque à manger là où nous sommes en train de vous parler, des ordres instrumentalisés comme pas possible, et que le pouvoir exécutif, ça va, est supposé suivre la loi budgétaire, qui est l'émanation, effectivement, qui est une loi. Le pouvoir de la loi, c'est le Parlement. Je pense que les juristes sont d'accord avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les fois que je réclame une loi budgétaire, ça va, de guerre, qui doit le faire? Mais c'est le Parlement, bien sûr, avec les gouvernements aussi, parce que le gouvernement peut proposer. Mais l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Et le président, c'est qui? C'est Vital Kamerhe, si vous voulez individualiser. Donc on prend son président. Je ne vois pas l'intérêt du Parlement. Écoutez, je vous le répète, ce qui fait que je demande au président de la République de dissoudre le Parlement. Maintenant, si la procédure de l'honorable Mbindoulé, on sait que c'est aussi un révolutionnaire, n'est-ce pas? Je le connais personnellement. Ce n'est pas un ami, absolument pas. Mais il est élu de Butembo. Je suis quelqu'un aussi de Butembo d'une façon ou d'une autre, de Béni, etc. Donc je connais un peu. C'est un révolutionnaire. Et ils ont des petits problèmes à l'interne, mais d'une façon claire, je pense qu'il n'est pas content par le fait qu'on ne voit pas de loi budgétaire de guerre. Et que le ministre des budgets aujourd'hui, le vice-premier ministre des budgets aujourd'hui, qui est en train de réclamer un budget, comme il a dit lui, des combats, avec lui au moins on est en contact dans ce sens-là, en fin de compte, si le président de l'Assemblée empêche, parce que quelqu'un a dit quel est l'intérêt, moi je suis en train d'essayer de trouver un intérêt, si franchement le président de l'Assemblée nationale, avec le bureau, empêcherait, j'ai mis au conditionnel, ça va, le français est compliqué, je le mets dans les temps là, ça va, empêcherait à ce que nous puissions avoir notre budget de guerre, que nous puissions appliquer l'article 63 et nous battre comme de vrais hommes. Pour moi, le chef de l'État devait faciliter cette procédure pour qu'il puisse partir, mais que les nouveaux bureaux puissent maintenant le faire. Puisqu'on n'a pas besoin de faire sortir Saint-Pierre, ça va, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ça ne servirait absolument à rien. Je pense que mon collibateur l'a dit. Pendant que, bon, il y a une pétition à l'entame de la session de septembre, censée être l'année, plutôt la session budgétaire. Oui. Et si on fait partir le bureau, la procédure pour mettre encore sur place un autre bureau qui pourra commencer donc les 3 mois de la session. Non. Entre-temps, la guerre est là et il faut un budget de guerre. Ne vous gênez pas. Comme ils ne font rien, pour moi, ça n'engage que moi, mais je ne vois pas. Je vous ai répété, je suis Mouzalendo. Si quelqu'un peut me dire que le bureau aujourd'hui nous sert à quelque chose, à grand chose, parce qu'il peut servir à 10%, vous comprenez, hein? Des petites histoires par-ci par-là, mais pour moi, à plus de 90%, les bureaux actuels et du Sénat et du Parlement ne nous servent pas à grand chose pour nous les Ouazalendo. Je précise, pour moi Mouzalendo, qui défend la souveraineté de notre territoire, je ne vois pas à quoi servirait ces bureaux. Donc le président de la République, vous avez compris, et qu'exactement nous sommes dans une session budgétaire. Donc c'est vraiment le moment. Parce que dans une session budgétaire, si nous avons des gens qui n'aiment pas la République, je vous ai parlé d'un 1+4, ils ramènent la République en bas. Donc ils votent des budgets un peu comme si nous étions dans une situation normale. Nous ne sommes pas dans une situation normale.
ils risqueraient encore de voter un tel budget. Donc c'est le moment de les remplacer, messieurs les journalistes, pour que nous puissions avoir, enfin, s'il vous plaît. Donc, je ne dis pas qu'on doit les remplacer pour les remplacer avec quelqu'un d'autre qui veut juste être président de l'Assemblée. Non, 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 non. Je ne serai pas d'accord. C'est là où j'ai dit, Excellence, monsieur le Président. Soit vous arrivez à dissoudre tout le Parlement, vous en avez les droits, ça va. Suivez toute la procédure que vous voulez, mais mettez-nous des gars capables de faire un peu comme au Vietnam, capables de faire un peu comme aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, capables de faire un peu comme en Russie pour l'instant. Nous avons une inconscience majeure de l'élite. Et là, nous parlons de l'élite au niveau du Parlement. Et je ne suis pas en train d'amadouer mon co-débatteur qui est de l'UDPS, mais vous avez la grande responsabilité. C'est vous qui dirigez la nation. Vous avez la majorité, ça va, pas parlementaire, mais vous avez le grand nombre de députés et que vous contrôlez la majorité avec l'union sacrée. Si vous continuez à blaguer, à laisser le pays en lambeaux, en ne nous prenant pas au sérieux, c'est vous les répondants. Excusez, je clôture un peu par là. Vous êtes les répondants, ça va, du bilan. Ça ne sera pas l'UNC avec Vital Kamerhe. Ça sera l'union sacrée. Non, ça ne sera pas l'UNC avec Vital Kamerhe. Non, ça ne sera même pas l'union sacrée. Ça va. Non, ça sera, oui, au moins l'UDPS, mais ça sera le président de la République. Malheureusement, vous avez compris, hein? Merci. Vous ne voyez pas l'UDPS. Merci. Mais lorsqu'il faut parler gestion... Est-ce que je peux clôturer ma phrase parce que je suis d'accord avec lui? Vous m'avez compris. Le président de la République doit comprendre que quand il s'agira de la gestion, de dire qui a échoué les mandats, on ne va pas parler de l'UNC. On ne va pas parler de Burek et de tous ces gens-là qui le mettent un peu en dessin. Il doit comprendre que ça, c'est son mandat. Quels que soient les accords qu'il avait faits, il est grand temps pour l'instant qu'il puisse faire la révolution politique. S'il continue à respecter un peu, non, les quotas de je ne sais qui, ça va. L'UDPS va avoir parmi les plus mauvais bilans, ça va, parce que le président était quand même voté, on sait qu'il est de l'UDPS, n'est-ce pas? Il va avoir parmi les plus mauvais bilans qu'on ait jamais eu au Congo parce que le pays sera divisé. L'économie partie et rien. Et le peuple continue à mourir. Merci. Ah ben, le président doit prendre une grande décision en chassant tous ces gens-là. Papi Mouya, allons un peu au Sénat, c'est la même démarche apparemment, parce que la tête de celui qui porte la pétition, c'est Idrissa Mangala, qui est de l'UDPS et qui veut faire partir aussi Sama Lukonde. Qu'est-ce que ça m'a fait? Est-ce que c'est la même méthodologie que Kamerhe ou c'est juste parce que dans la pétition de Mangala, il prétend Sama n'a pas respecté son engagement de donner des véhicules aux sénateurs, mais aussi il parle d'une gestion opaque. Qu'est-ce qui est derrière? Qui est derrière? C'est l'UDPS qui se venge, qui veut prendre tous les postes? Ou bien c'est une démarche encore parlementaire, s'il faut le dire, qu'il faut encourager au niveau du Sénat cette fois-ci? Merci beaucoup. Je venais de suivre tout le monde. J'ai compris la responsabilité qu'a le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à l'UDPS, son parti. Je comprends, parce qu'il faut rappeler que Félix Tshisekedi vient de l'UDPS. Ça, on ne va pas. C'est vrai qu'il est président de la République, mais il vient de quelque part. Une famille politique, c'est normal. Il faut aussi rappeler à ceux qui nous suivent ici qu'écarter toutes ces têtes d'1+4 n'est pas une chose facile au regard de notre Constitution. Je crois que mettre à la maîtrise sur ce que je vais dire, je l'ai dit pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre ce qu'il faut faire par rapport à l'idée d'écarter tous ceux qui ont eu à travailler à l'époque où nous avons eu 1+4. Disons d'une manière générale, les mouboutistes que nous avons aujourd'hui... Vous avez peur de la révolution politique On n'a pas peur d'une révolution. D'où elle viendra? Je rappelle à ceux qui nous suivent que l'UDPS, nous sommes habitués à certains... Prof Dadi Salih dit ceci. Il demande au président de la République, qui est le chef de la majorité, qui est le chef de l'UDPS, de
de devenir un révolutionnaire politique, les chefs de la révolution. Le chef de la révolution politique. Et Il ne va plus finir apparemment, Papi Mouya, vous avez peur écoutez, de la révolution politique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un respectueux des lois. Ça, il faut le rappeler. Si jusqu'à présent, il n'arrive pas à faire certaines choses, parce qu'il est tenu au respect de la Constitution. Si, attendez, si le président de la République ne tenait pas au respect des lois, je crois que certains politiques ne devraient même pas exister aujourd'hui. Attention. Attendez. Vous connaissez dans quelles conditions l'UDPS est arrivé au pouvoir. Vous savez que le pouvoir hier... Attendez, je suis en train d'y aller. Ouais. Le pouvoir était tenu de mettre des rebelles, des militaires, voulais-je même dire. Et que l'UDPS comme parti démocrate, on a lutté pour arracher le pouvoir entre les mains des rebelles, entre les mains des militaires. Attention, ce n'est pas une chose facile. Aujourd'hui, demander au président de la République de faire de la magie pour arriver à changer toute cette classe politique d'une manière automatique, je crois que c'est au moins, je ne dirais pas ne pas connaître, parce que Maître maîtrise bien. Donc vous demandez au la président façon de garder les lois qui ne favorisent pas la population. Tout ce que je peux demander, ma grande demande au président de la République, c'est de ne pas faire tomber directement et l'Assemblée nationale et le Sénat. Non. J'aimerais que cette démarche engagée par les députés pétitionnaires puisse continuer. Mais que ça puisse être sur un plan ou ça puisse jouer sur l'avantage du peuple, comme les confrères venaient de le dire. Parce que ce qui est important donc, ici... Tel que présenté là, même vous êtes en désaccord avec les pétitionnaires? Non, je ne dirais pas que je suis en désaccord avec les pétitionnaires. Parce que, attendez, d'une manière nette et claire, qu'est-ce qu'on veut? Il nous faut se poser plusieurs questions. Pourquoi nous n'arrivons pas à mettre en place les budgets de guerre comme les amis venaient de le dire? 1+4. Est-ce que... Non, attendez, ce n'est pas question d'1+4. Est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale joue effectivement le rôle qu'il faut jouer? C'est la grande question. Ce n'est pas seulement aux députés de proposer. Attention, face à une réalité, face à cette guerre, le bureau de l'Assemblée peut aussi se lever et proposer une idée. Mais ils ne font rien. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à proposer? 1+4. Pourquoi? Parce qu'ils sont complices. Et si aujourd'hui, les députés nationaux prennent l'engagement de les faire partir, pourquoi moi je dois les soutenir? C'est vrai, dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce qui est en train d'arriver à la République démocratique du Congo, quel a été le rôle des députés nationaux? La question posée par tous. Oui, si la question est de savoir le rôle que devraient jouer les députés nationaux, mettons les députés de côté. Les députés ont des dirigeants. Alors le Sénat. Alors le bureau. Le Sénat, le bureau du Sénat. Dans tout ce qui est arrivé, tout ce qui est en train d'arriver à la République démocratique du Congo, quel a été le rôle joué par le bureau de l'Assemblée nationale? Donc s'ils n'ont rien joué comme rôle, je pense qu'ils doivent partir. Mais vous avez vu le président Vital Kamerhe faire le tour du monde. Écoutez, s'il vous plaît, dans les différents sommets, il n'a cessé de défendre la République démocratique du Congo. Je vous ai rappelé aussi qu'il y a un des membres de ce bureau qu'on a vu s'afficher avec ceux-là qui combattent la République. C'est toujours le même bureau. Ça nous fait penser qu'il n'y a pas une organisation à l'interne. Si le bureau n'est pas organisé, le bureau de l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'ils vont demander aux députés de s'organiser. Je mets de côté cette idée de l'Assemblée nationale, je prends le Sénat. Je l'ai toujours dit, que le Sénat ne bouffe que l'argent de la République. Ils ne font rien. Comment ça? Mais que fait tous ces sénateurs? Posons-nous la question. Moi je l'ai dit, Félix Tshisekedi ne fait que respecter les lois de la République. Mais posons-nous la question. Tous ces sénateurs que nous avons en République démocratique du Congo, ils font quoi?
Ils font des lois. Écoutez. Ils contrôlent le gouvernement. Attendez. Voilà. Si les sénateurs font des lois, que font alors les députés nationaux? Ils font des lois. Ce ok. sont les mêmes parlementaires. Attendez. Nous avons 500 députés nationaux qui font des lois. En dehors de ces 500, on doit encore avoir plus de 100 sénateurs qui vont faire la même chose. Oui, attendez. Pour mieux peaufiner ces lois-là. Attendez. Pour mieux peaufiner ces lois-là. Je sais que ma position ne sera... Il faut une autre lecture. Attendez. Mais par exemple, par rapport à ces moments que nous traversons, que font les sénateurs? Mais vous posez des questions comme si vous ne suivez pas l'actualité. Je suis en train de développer une idée claire avant de parler de cette démarche de Mangala. Même dans le bureau, même les parlementaires, qui soient députés ou sénateurs, lorsqu'ils voyagent, ils vont représenter les pays. Lorsqu'ils votent de lois, c'est ça le travail. On a voté et les sénateurs et les députés pour légiférer, contrôler le gouvernement. Vous comprenez? Mais dire qu'est-ce qu'ils font? Non, ils font leur travail. Je réponds. Vous voulez que tous les députés, les sénateurs prennent des armes pour vous faire voir qu'ils font quelque chose ou comment? Écoutez, quand on est patriote et qu'on a ce sens de responsabilité élevé, qu'on a l'engagement, qu'on a la force donnée par le peuple, on sait prendre les devants. Il y a un député. Mais quand il n'est pas interdit. La Constitution n'interdit pas à un député de prendre les armes pour défendre la République. Oui. Ça aussi. Il y a ceci. Dans une situation de guerre, les profs l'ont toujours rappelé, l'article 63, tout le monde, journaliste, député, ça incombe à tout le monde de défendre son pays. Mais les députés, les sénateurs ont été votés pour élaborer des lois, contrôler le gouvernement, voter les budgets, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais commencer à nier les rôles des parlementaires, je vais m'afficher à faux. Je prends l'exemple qui n'ont pas le travail de légiférer. Je vais dire qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Et ils ne font rien, ils le font à double. Écoutez, non, écoutez. Mais c'est ce que vous dites. Dissoudre les deux, ça sera pas une bonne idée. Je pense qu'il fallait qu'on mette de côté les sénateurs, parce que c'est vrai qu'on a un gouvernement qui doit être contrôlé. Qu'on mette de côté, au début de votre propos, vous avez toujours demandé qu'on puisse dissoudre les Sénats parce qu'il ne fait rien. Maintenant, vous dites qu'il faut les mettre d'abord de côté. J'ai dit, nous avons des chambres. Ouais. Nous ne pouvons pas dissoudre les deux au même moment. Pourquoi pas? Ça ne sera pas permettre à la République. Bon, c'est un avis. Donc, donc la démarche de Mangala qui est de l'UDPS, c'est une démarche biaisée, quoi. Non, je ne dirais pas que c'est biaisé. C'est une démarche qui est parlementaire déjà. Mais qui sur le plan des droits. Qui n'est pas opportune. Est-ce qu'on doit seulement penser aux députés? Si les députés ou les sénateurs peuvent se plaindre aujourd'hui pour les véhicules, s'ils peuvent se plaindre parce qu'on doit ajouter à ce qu'ils doivent gagner, que gagne le peuple. Posons-nous la question. Parce qu'il y a des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait face à plusieurs réalités. Les traîtres que vous entendez parler ne se cachent pas seulement en dehors de ce parlement. Rappelez-vous de l'ancien président. Alors pour les Sénats, vous dites quoi? Je pense que pour les Sénats, je ne vois pas pourquoi les Sénats doivent exister, sincèrement. Je ne vois pas le pourquoi. Donc, je pense et les bureaux on doit et les Sénats. dissoudre, on doit les mettre de côté. Mais dans la démarche de Mangala. Dans cette démarche de Mangala, je crois que c'est une démarche qui ne bénéficie pas à la République. Si la démarche est de faire gagner des véhicules de surplus aux sénateurs, je pense qu'ils le font pour leurs intérêts et non pour les intérêts de la République. D'accord, merci. Lombo, Sénat. Le Sénat est attaqué, il faut le faire partir. Oui. Mais il dit
Oui. Il dit, Oui, il a donné la position. Je vois, Pour mais la c'est pas démarche d'Idrissa, là, ce n'est pas une démarche à soutenir. Je vois, mais c'est Papi Parce que Mouya. c'est pour les intérêts des sénateurs. Je vois, mais c'est Papi Mouya revenir sur un cas d'où il contestait pour l'Assemblée nationale. Mais pour le Sénat, il a quand même accepté. Je sens que derrière lui, il y a une motivation qui fait en sorte que lui et l'IDPS puissent motiver cette pétition. Pas seulement la pétition, mais la pétition de dissolution l'Assemblée. du Sénat. Mais au Sénat. Permettez, Voilà. l'IDPS ne Oui. soutient pas jusqu'à présent cette pétition. Je crois qu'une position Oui, claire sera donnée. D'accord. Un député de Voilà. l'IDPS a initié. Quand Non, même, mais on n'est pas des enfants. Un député, Ça va. l'UDPS n'est pas Donc, sénateur, plutôt. l'UDPS n'est pas engagé par un sénateur. L'UDPS a un représentant. ce sont des représentants. Ce sont aussi. des députés. En dehors d'être Avançons. membres du parti, C'est ils lui, ont un engagement vis-à-vis mais de la c'est Papi population. Mouya. D'accord, C'est allez-y. lui auquel les députés sont allés demander l'aide. C'est un député national Oh, d'abord. effectivement. Aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui aussi va voter. Vraiment qu'il a déjà signé. Voilà. Ah, Lui non, aussi. non, non, j'ai des problèmes. Voilà. Nous sommes au Sénat, Revenons au Nous Sénat. sommes au Sénat, Mombo. Revenons au Sénat. Oui. Revenons au Sénat. La démarche Monsieur d'Idrissa Gustave, est-ce que Mangala. vous savez qu'il y a un grand problème dans ces pays avec les sénateurs? D'abord, je précise que le Sénat, c'est une chambre de représentation indirecte. C'est que les gens doivent savoir. C'est une chambre des sages. Quand on parle d'une chambre des sages, c'est-à-dire que là où l'Assemblée nationale a quand même fauché, le Sénat peut Corrigé. On devait pas avoir des sages. seulement corriger, mais la loi dit que le Sénat doit engager une commission mixte paritaire avec l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'ils doivent harmoniser les histoires. Maintenant, moi, je m'adresse personnellement au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous les respects que je vous dois. La Chambre des sages n'est pas constituée des sages. Absolument pas. Pour moi, je l'ai dit. Monsieur Gustave, on Vous a voulez des dire des que- problèmes. Donc On a- vous voulez dire que tous les sénateurs qui sont là ne sont pas des sages. Globalement. Non, mais en ce qui concerne la sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de gérer quand même certaines choses et donner Et des qu'est-ce qu'on n'a résultats pas bien positifs. géré avec sagesse? La Ça, c'est guerre. une question qu'on pose à jusque-là. un lion s'il mange la viande, monsieur Pardon, Gustave. oui. Hein? Parce que Qu'est-ce nous qu'on sommes n'a dans pas une géré- situation, nous qu'est-ce sommes qu'on dans n'a une pas géré situation, avec sagesse? nous sommes, La non, nous guerre. sommes dans Si une, nous prenons, sommes- donc ce que Mangala fait, c'est la sagesse ou bien ce n'est pas bien? non, ça, pour moi, c'est une distraction. Pour moi, c'est une distraction. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils sont en train de se débattre sur la pétition, vous savez qu'en ce moment on parle, il y a des réunions qui se font, il y a des histoires qui se font. Mais à l'Est Ils là-bas, mettent les gens meurent. toutes les énergies. Les gens Inutilement. meurent à l'Est. Quand il s'agit des questions politiques pour les individus particuliers, soit pour les intérêts particuliers, ils mettent toutes Tous leur sont énergie. busy là. Ici à Très Kinshasa, important. où ils sont en train de déposer leurs pétitions, faire des tours, est-ce qu'ils voient ce qui se passe? Il y a des criminalités qui se passent ici à Kinshasa. Donc vous Il y a n'encouragez des... pas la moi, démarche je de Mangala? pas seulement la démarche, mais je n'encourage pas non plus la composition du Sénat. Je n'encourage pas ça. Donc l'existence du Sénat. L'existence, quelle que soit l'existence, Ouais. ou quel que soit, je ne sais pas s'il faut lever, Vous voulez s'il faut que la suspendre, RDC s'il faut, c'est ne- pas quoi n'aille que ce pas soit. le Sénat. C'est Non, ça. mais même s'il faut qu'il ait le Sénat, faites même la réduction du sénateur. Parce que même quand on parle de diminuer la réduction des trains de vie, ces gens-là font partie Ils des ne sont charges qu'à publiques. 108 Non, pas sénateurs. que 100 Ils c'est sont beaucoup. beaucoup. 100 c'est nombreux. Pas seulement les 100. Mais avec la réclamation des sénateurs, vous allez comprendre que derrière même la motivation des véhicules, ils sont en train de vouloir que leurs assistants parlementaires puissent bénéficier de cette grâce de paiement. Mais où est le mal si on réclame pour que... Oui, ce n'est pas mal. Ce n'est pas Alors, mal de est-ce que pour réclamer. ça, il faut Mais faire ils partir doivent aussi tout un réclamer. bureau? Non, ils doivent aussi réclamer la part de ceux qui les ont envoyés là-bas. Parce que je vous rappelle que dans des provinces, il y a des députés, les élites provinciaux qui ne sont pas provinciaux payés. ne sont pratiquement Ça, pas je vais vous dire la vérité. Il y a des cas, il y a des provinces Alors, où les députés provinciaux ne sont pas payés. concluez la démarche d'Idrissa Mangala qui... Par conclusion, la tête ce que récemment. j'aimerais conclure, parce qu'il faut parler du président Sama avec son bureau, tout ça, vous devez savoir que les poissons commencent à pourrir par la tête. Déjà, M. Sama a échoué. Moi, Il a oui, échoué où? la Tu as preuve, des preuves, ce que la tu preuve dis? est que ça fait presque une année que l'Est est occupé par les rebelles.
Mais il y a le bureau de l'Assemblée du Sénat qui est là, qui ne fait aucun effort. C'est une réflexion qui ne tient pas debout, Lombo. Non, mais ça, lorsque vous dites, voilà, il y a la guerre, et le président du Sénat, il fait son travail d'aller à gauche, à droite, parler. Parler de quoi? Quand vous dites il a échoué où? Non, parler de quoi? Non. Précisément parler de quoi? Maître Charles. Merci beaucoup encore pour la parole. Ouais. Je pense que nous sommes autour de la question concernant le Sénat. La pétition, oui. Ouais. La pétition contre le Sénat, c'est comme mes co-débatteurs venaient de le dire, et précisément mon frère Lombo, je pense qu'il vient de parler aussi. La pétition n'a pas son pesant d'or au niveau de l'Assemblée. Je voudrais m'allier à ce qu'il a dit par rapport à la sagesse. Quand on parle du Sénat, c'est la Chambre haute, c'est la sagesse. Alors, à ce stade où l'Assemblée nationale soulève une motion contre le président de l'Assemblée pour l'intérêt des députés et non de la population, la sagesse qui est censée incarner le Sénat vient aussi pour la même motion, pour les mêmes intérêts. C'est là où je lui donnerai raison quand même. Mais vous lui donnez raison parce que c'est une démarche des sénateurs. Et effectivement. Ce n'est pas les bureaux qui a dit voilà, nous allons cette fois-ci donner des véhicules aux sénateurs et consorts. Non, c'est les sénateurs qui prennent une initiative pour réclamer des véhicules. Voilà, ce moment. Voilà, monsieur. Est-ce qu'on peut soutenir une telle pétition? Monsieur Gustave, on ne peut pas soutenir et on ne pourra jamais soutenir une telle démarche. Et ça s'appelle une distraction pure et simple. Si vous voulez me comprendre bien, et les auditeurs qui me suivent maintenant, essayez un peu d'incarner les sentiments, les émotions qui animent un enfant aujourd'hui qui voit son père être coupé la tête et sa mère, et il voit, regarde à la télévision nationale, il voit, on fait tomber notre président de l'Assemblée. Pourquoi? Parce que les députés n'ont pas de matériel pour fonctionner. Les députés voient que leur argent n'est pas bien géré, soit à l'Assemblée, soit au Sénat. Vous êtes dans ces pays-là. Ce sont des animateurs des grandes institutions des pays. Prenez peu leur place. Vous allez me comprendre facilement. Nous sommes dans un pays, nous avons voté ces gens. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, avant d'aller à la gestion des choses publiques, il faut être déjà stable financièrement. On n'envoie pas tout le monde. Et je vis dans une vidéo sur les réseaux sociaux, un ministre en Chine qui sort seul. Il va déposer ses pauvres enfants à l'école, il va encore le reprendre après les études, sans garde, sans d'autres choses, de trafic d'influence et intimidation. Parce que ce sont des personnes censées maîtriser la vie sociale. Et quand ils partent pour gérer, ils gèrent avec la bonne foi. Ils gèrent avec toutes les compétences. Si, au départ, ces gens-là qui sont là, sont allés, vous avez vu lors des élections de 2023, comment nous avons vu des affiches partout. Nous avons vu même les termes, les personnes incompétentes osaient aussi postuler. On avait plusieurs candidats. Pourquoi? Parce qu'il y avait un discours tel que on paye à un député national 23 000 $. Raison pour laquelle nous avons vu beaucoup de députés défiler là-bas. Et ceux qui sont là, voilà maintenant comme ils ont réussi à être députés, ils se rendent compte que non, ils se rendent compte que on était venu ici pourquoi? Mais c'est parce qu'on nous avait dit qu'on paye 23 000 $. Mais comment on est là? On a des bics qui n'écrivent pas bien. Pourquoi on n'a pas de Jeep? On parle de 15 millions. De 15 millions, des francs congolais. Non, ça c'est au niveau des députés provinciaux. Hein? Non, au niveau des députés. Merci pour... Mais je vais vérifier cela. Et on se voit au Sénat, on pense, ah, je suis sénateur. Mais qu'est-ce que je gagne? J'ai lutté pour être ici. On oublie. Je ne sais pas s'ils sont dans ces pays, bien s'ils sont en dehors de ces pays. Je ne sais pas. Quand l'Assemblée... On a oublié la vie de la société. On ouvre les faibles qui sont victimes des injustices, qui sont abandonnés à leur triste sort. Alors, revenons à... Excusez-moi, monsieur les journalistes, mettez votre caméra sur Tchangou. Maintenant même, descendez maintenant, vous allez pleurer. Et donc, la pétition... n'a pas son pesant d'or. N'intéresse pas la population. Qu'on ne laisse pas ces bureaux-là, qu'on change les contenus. Une pétition, c'est une voie légale. Pour les sénateurs ou bien les députés, c'est bien de soulever des pétitions, très bien. Mais quel est le contenu par rapport à la mission de la population? D'accord, le contenu n'est pas bon. Pour les deux pétitionnaires,
n'a pas son sens, n'a pas de profondeur, n'a pas sa raison. Et donc, les deux bureaux peuvent, n'est-ce pas, Mouya? Les deux bureaux peuvent bien continuer à gérer. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. J'ai la parole. Professeur, à 2 minutes, on aborde pour les Sénats, c'est la même chose. Je dis sur le plan de forme, tout le monde a le droit, ça va, de proposer des pétitions. On saura les fonds bientôt là. Donc je n'y reviens pas. Si quelqu'un connaît déjà totalement les fonds, ce qui fait qu'on a juste annoncé, n'est-ce pas? Mais on comprendra les fonds d'ici là. Mais maintenant, sur le plan politique, comme je l'ai dit, pour moi, j'ai dit, c'est encore une fois une occasion. Le président de la République avait une opportunité quand il s'agissait de la CENI pour enlever beaucoup de gens de 1+4, parce qu'il y avait déjà des réclamations par rapport à la machine à voler, à voter effectivement, où les gens avaient volé. Et les listes étaient là. Et d'autres listes étaient sorties. Mais le président de la République était tombé sous ce que mon co-débatteur est en train de dire. Ça va, la Constitution, la loi, où les gros se protègent. Vous comprenez, celui-là est majoritaire, etc. C'est lui l'autorité morale de l'Est et l'autre de... Non. Voilà les résultats. Nous sommes dans n'importe quoi. Ça va. Donc, pour moi, politiquement, c'est encore une occasion que le président de la République puisse saisir, enlever tous ces gens de 1+4 au bureau, ça va, au bureau du Sénat, au bureau du Parlement, et qu'il puisse maintenant mettre des gens compétents, capables, qui vont rendre son bilan positif. Et pour moi, le bilan le plus positif que le président puisse espérer, c'est quoi? C'est chasser les Rwandais de la République démocratique du Congo. En appliquant l'article 63, je propose ce qui est simple. Mais je ne comprends pas pour quelle raison, monsieur l'élu de Pes quand même. Je ne comprends pas pour quelle raison les gens se compliquent avec des choses trop élaborées, trop défrancées. Qu'est-ce qui est compliqué? Ça va. Ici, on a une loi budgétaire de guerre. On a 1 million, 2 millions de personnes. On soutient la rade. On laisse un peu toutes ces histoires farfelues là. On se met tous dans la rue. On se bat. J'ai dit un député de Massissi qui souvent il est plus au front que même à l'Assemblée. Je le précise, je ne vais pas seulement dire son nom ici. Donc c'est possible, parce qu'effectivement, quand vous êtes un leader, je suis un panafricaniste, sous l'arbre à palabre, un sage c'est quelqu'un qui sait prendre des bonnes décisions. Ici, il n'y a aucune, excusez-moi, bonne décision qui ne peut concerner la guerre et les 15 millions de Congolais qui sont en train de mourir. Parlez-moi des postes, parlez-moi d'1 million de dollars et des excès, ça ne sert à rien. Alors, tant que le pays est en train de partir et les Congolais sont en train de mourir. Dans le deuxième sujet, vous avez... C'est là que je suis en train d'y entrer parce que le temps là, je sens qu'on risque de ne pas toucher ce point très important. Donc, pour cette situation dans l'Est, merci beaucoup. Vous suivi, il y a des morts qui continuent, mais bon, on ne sent pas qu'il y a... Je lis les deux sujets. Je lis les deux sujets. Les derniers sujets, la situation à l'Est, il n'y a pas de situation à l'Est. Il y a la guerre en République, il n'y a pas de situation dans l'Est. Quelle situation dans l'Est? C'est une très mauvaise communication, je l'ai dit. J'ai demandé au ministre de la Communication de changer totalement cette communication. Nous n'avons pas de guerre à l'Est. Nous avons des guerres en République démocratique du Congo. Toute la République démocratique du Congo doit se mobiliser, que nous devenons tous des Wazalendo pour nous battre. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déjà exclure dans vos débats là l'histoire de l'Est ou bien côté oriental? Ça n'existe pas, il n'y a qu'un Congo. Je ne suis pas l'humoriste, mais je suis un patriote. Je suis quelqu'un qui défend la nation, pas défendre les tribus, etc. Donc, la situation est grave et gravissime. Je ne comprends pas. Il faut appliquer l'article 86 de la Constitution, c'est-à-dire déclarer la guerre. C'est que déjà, le président étant un peu mal conseillé par ces gens de 1+4, parce qu'ils ont aussi beaucoup de conseillers à la présidence, vous savez, ils étaient des DIRCAB, etc. et tous les restes. Donc quand vous parlez du Parlement, le maximum des ministres viennent aussi de là, parce que c'est encore ce que mon co-débatteur de l'IDPC est en train de dire, c'est distribuer les pouvoirs un peu par rapport aux côtés, etc. Erreur monumentale, comme je suis en train de le dire. Le président, d'ici quelques mois, ils vont laver les mains, disant que nous n'avons jamais été avec vous, Excellence, Monsieur le Président, et ils vont aller n'importe où et lui laisser seul le bilan. Donc c'est une opportunité, ça va, qu'il puisse comprendre que maintenant, il devait être les chefs de la guerre, les chefs de la révolution politique, les chefs de la révolution militaire, les chefs de la révolution économique. Si le président, s'il vous plaît, merci. Une parenthèse, si le chef n'est pas le chef de la révolution, ça va,
C'est ce qui est en train de se faire malheureusement. S'il vous plaît. On aura beaucoup de petits chefs de révolution. Donc, et le Congo va aller en vrac comme on est en train de le voir. Vous savez ce qui se passe à Ouvira. Non, Un peu c'est clair, professeur. Parce que les temps nous pressent. Merci beaucoup, Alors, Maître Charles. Merci beaucoup, Monsieur Kistave, notre cher journaliste. Merci encore. Que faire pour la situation pour de la l'Est? situation de l'Est de notre pays. Je suis d'abord encore très content avec l'intervention du professeur qui demande à toute la population, et que moi-même j'accepte sa demande et j'accepte de changer aujourd'hui, de dire... Vous avez changé? Oui, de dire qu'il y a la guerre à l'Est de notre pays. Il n'y a pas la guerre à notre pays. D'ailleurs, même pas sous le plan formel, même quand on entre dans les fonds, cette guerre est représentée ici à l'Assemblée. Tout à fait. Même le représentant de l'UDPS vient de l'évoquer. Cette guerre pacifique, médiatique, est partout en RDC. Ce n'est pas une situation de l'Est. Vraiment, je suis très content avec ce qu'il vient de dire. Chers compatriotes, vous nous suivez. Ne parlons plus encore de l'Est de la RDC. Parlons que la RDC est agressée à son entièreté. Il n'y a que l'Est qui est pris par les ennemis et qui sont en train d'exploiter de ce côté-là. Alors, de notre côté, nous regrettons la léthargie dans la prise de mesures compensatoires dans les chefs de nos dirigeants. Et nous regrettons du fait qu'ils sont en train de soulever le démarche, non pour pallier à ces situations qui rachent les vies humaines des Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tout le monde se tienne derrière les chefs de l'État en un seul homme. En un seul homme. D'accord. Alors, Merveille Lombo, que faire? La situation de l'Est est là. La situation de l'Est, encore une fois de plus, j'ai rejoint les profs pour dire qu'il La faut changer la situation communication. dans l'Est, Voilà. la situation que traverse la République démocratique du Congo. Parce que déjà, comme je m'aimerais également rejoindre... Vous avez changé aussi. Vous avez changé aussi. Oui, effectivement, il faut qu'on change parce que déjà, on remarque que l'occupation, c'est là-bas, mais c'est toute la République qui subit. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une pauvreté qui ronge le pays. Les efforts de guerre, tout est envoyé voilà, pour... donc, vous comprenez que c'est le pays dans l'entièreté qui est en train de souffrir. Moi, je pense que déjà, à cette situation, nous demanderons beaucoup plus aux autorités, beaucoup plus à ceux qui font des négociations, beaucoup plus à ceux qui sont en train de poser leur signature en ce qui concerne ce problème, de bien vouloir réfléchir. Réfléchir même 500 000 fois avant de faire quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas seulement se battre pour le moment, mais il faut garantir les générations futures. Il faut savoir que ce que nous faisons aujourd'hui, 30 ans après, quel sera notre pays? C'est vrai qu'il y a des démarches qui ont été menées, mais jusque-là, on ne voit aucun résultat. Jusque-là, aucun résultat. Donc, rangeons-nous également, comme j'ai suivi mon frère derrière le chef de l'État, pour qu'on puisse au moins tout le monde de son côté puisse se mobiliser. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. Parce que quand vous ne vous battez pas, vous risquez d'être esclave de ceux qui se battent. Nous sommes des esclaves. On termine avec vous. Qu'est-ce que vous dites de cette situation de guerre, d'agression de la RDC? Merci beaucoup. Je comprends que vous avez corrigé. Moi, je le disais depuis plusieurs années que l'objectif principal de l'ennemi, ce n'est pas l'Est, mais c'est la République démocratique du Congo. Les pays étaient attaqués, les pays étaient victimes, mais ils ont trouvé une voie d'entrée. Ils ont profité, ils ont préféré entrer par l'Est, et je crois qu'ils l'ont fait pendant plusieurs années, pendant le temps que la République n'avait pas été entre les mains d'un véritable digne fils de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a un Congolais, on a un digne fils de cette République qui a pris l'engagement, qui s'est dit, peu importe le prix qu'il faut payer, parce que le pouvoir passera, on doit le payer pour que nos fils, nos filles qui vont rester vivre en République démocratique du Congo puissent vivre le bonheur. On doit une fois pour toutes mettre fin à cette histoire de guerre en République démocratique du Congo. Là, vous avez un engagement pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous Congolais. Nous voulons à ce que le pays puisse se développer. Aucun pays au monde ne peut se développer s'il est attaqué ou s'il est occupé par les ennemis. Il est temps qu'on puisse l'accompagner, il est temps qu'on puisse les soutenir pour enfin délivrer une fois pour toutes
la République démocratique du Congo, notre pays. Voilà, merci Papi Mouya. On a fini pour aujourd'hui. Merci au professeur Dadi Saleh. Merci beaucoup. Merci à Merveille Lombo. Merci à Papi Mouya. Merci à Charles Mabika. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. La suite le mardi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci.